Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre. Nous sommes Nina et Camille. Et nous sommes aujourd'hui avec Sophie Garnier, qui est directrice des relations publiques à La Colline. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer la notion de relations publiques, en quoi ça consiste ? Alors, pour moi, les relations publiques consistent à créer des rencontres avec les œuvres. C'est vraiment le cœur de notre métier et notre compétence consiste à trouver les bons moyens pour que cette rencontre puisse opérer entre une œuvre donnée et un public donné. Et ces moyens sont multiples et variés et dépendent de l'œuvre concernée et du public qu'on cherche à toucher en particulier. Et notre savoir-faire est à cet endroit-là. Comment êtes-vous devenue responsable des relations publiques ? Moi, je n'ai pas du tout un parcours typique. Je n'ai pas fait d'études de médiation culturelle puisque j'ai fait des études de droit international et européen. Ce que je peux trouver comme point commun entre mes études et le métier que j'exerce aujourd'hui, c'était mon appétence pour les questions sociales et humanitaires à l'époque. Je voulais plutôt travailler dans le droit humanitaire. Et puis, le hasard de la vie a fait qu'un jour, j'ai découvert le métier de relations publiques dont on parle très peu dans les formations proposées et encore moins quand j'étais lycéenne que maintenant. Et j'ai rencontré en faisant des babysitting une femme qui était responsable des relations publiques et de la communication à l'Orchestre national d'Île-de-France qui m'a parlé de son métier et je me suis dit que ça pourrait me plaire beaucoup parce qu'elle me l'a aussi présenté avec une dimension très sociale. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit que peut-être ça pourrait être une voie plutôt que de passer les concours d'avocat ou de juge que je m'apprêtais à passer. Voilà, donc à la suite de quoi j'ai fait une année, un Master 2 en communication des entreprises et des institutions que j'ai fait en alternance et j'ai commencé cette alternance à la Ferme du Buisson qui est une scène nationale à côté de Marne-la-Vallée qui était à l'époque dirigée par José Manuel Gonçalves, l'actuel directeur du 104 qui mettait en place à l'époque, qui a une vingtaine d'années, un projet très innovant, c'était un des précurseurs et qui présentait le théâtre comme lieu de vie. On l'entend beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, on l'entendait très peu. Et parlait de transdisciplinarité des arts, d'interdisciplinarité, etc. Et c'était un des premiers à proposer, à penser le théâtre de cette manière-là, avec aussi un ancrage territorial, c'est-à-dire ancrer un théâtre sur son territoire. Donc j'ai commencé là-bas. À la suite de mon alternance, j'ai été embauchée en tant que chargée de relations publiques. J'y ai passé à peu près 4 ans. Je suis partie ensuite au Théâtre national de Toulouse, l'actuel théâtre de la Cité, qui est un centre dramatique national, un des plus gros centres dramatiques nationaux de France, où j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Ensuite, j'ai rejoint la région parisienne, où j'ai travaillé au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Donc Enghien-les-Bains, ça se situe dans le Val d'Oise, donc en banlieue parisienne, en grande couronne, qui est un lieu, qui est une scène conventionnée dédiée aux écritures numériques, où là c'était vraiment le grand moment, l'avènement des arts numériques dans le spectacle vivant et pas que, avec un lieu qui était en régie municipale directe, donc avec des questionnements politiques qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que dans une scène nationale ou dans un centre dramatique national. Donc j'ai appris un peu la dimension politique de mon métier. Ensuite, je suis partie au théâtre Louis Aragon, qui est une scène conventionnée pour la danse à Tremblay en France. Tremblay en France, ça se situe tout au nord de la Seine-Saint-Denis, à côté de Roissy-Charles de Gaulle. Donc là, on est vraiment dans un théâtre qui est dans des quartiers, des grands ensembles de la Seine-Saint-Denis. Et où il y a une programmation danse très exigeante et où on apporte en fait, on présente ces spectacles de danse à des publics très locaux, donc des publics qui ne vont pas spontanément au théâtre. Donc ça a été une expérience assez déterminante aussi dans mon rapport avec les publics. Et puis quand j'ai appris que Wajdi Mouawad prenait la direction du Théâtre national de la Colline, en 2016, c'est un artiste qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais rencontré quand j'étais à Toulouse, avec son spectacle, un de ses spectacles les plus connus qui était Incendie. Ça avait été un immense choc pour moi de découvrir Incendie, qui était présenté 3 fois au théâtre et je suis allée voir 3 fois le spectacle.
Et j'ai rencontré Wajdi qui nous expliquait sa façon d'écrire aussi, qui était très novatrice, puisqu'on ne parlait pas encore d'écriture de plateau, mais Wajdi était déjà dans les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture de plateau. Et j'avais été très impressionnée par sa façon de penser le théâtre et son lien avec les publics. Donc quand il a pris la direction du Théâtre de la Colline, moi, depuis cette expérience à Toulouse, j'avais suivi à peu près toute son œuvre. Donc j'étais allée voir à peu près tous ses spectacles, j'avais lu à peu près tous ses textes, etc. C'était vraiment un choc très très fort. Et quand il a pris la direction de la Colline, donc je suis venue, j'ai assisté à la présentation de son projet artistique pour la Colline. Et je me suis dit, mais il faut que je puisse travailler avec cette personne et dans ce théâtre-là. Donc peu de temps après, j'ai vu paraître une annonce de responsable des relations publiques au Théâtre de la Colline. J'ai postulé en craignant que mon parcours dans des plus petits lieux ne fasse que ma candidature ne soit pas retenue. Et pourtant, elle l'a été. J'ai passé 3 entretiens et on a retenu donc ma candidature. Donc, je suis arrivée à la Colline en décembre 2016 et Wajdi Mouawad avait été nommé en avril 2016 à la direction du théâtre. Et j'ai souhaité le rejoindre non seulement parce que j'avais un lien fort sur le plan artistique avec lui, mais aussi parce qu'il portait une parole très forte sur la question des publics. Et que pour moi, avec l'expérience que j'avais acquise, je me disais qu'il était temps de mettre les pieds dans une grande institution comme la Colline et de venir y apporter un savoir-faire que j'avais eu beaucoup en étant beaucoup sur le terrain. Vous avez parlé d'un rôle politique au sein notamment d'une scène nationale. Quel rôle politique ? C'est pas au sein d'une scène nationale. J'ai parlé d'un rôle politique que j'avais particulièrement découvert quand j'étais au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Parce que c'est un lieu qui est en régie municipale directe. Donc ça veut dire, la régie municipale directe, ça veut dire que c'est un lieu... le directeur du Centre des Arts était le directeur des affaires culturelles de la ville. Donc c'est lié directement, parce que Enghien-les-Bains est un lieu très spécifique, puisque c'est une commune très riche, puisqu'il y a un casino à Enghien-les-Bains. Et un casino doit verser 20% de ses bénéfices à la mairie. Ce qui fait que c'est une ville riche et qui donnait beaucoup d'argent sur les questions culturelles. Et en l'occurrence, quand on est un lieu en régie municipale directe, il y a la question de l'électorat du maire qui est toujours très importante. Donc on va nous dire de faire des choses qui vont servir l'électorat du maire. Donc on me demandait, moi, par exemple, que les élèves des écoles d'Enghien viennent tous à un moment donné, passent tous par le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Donc moi, j'ai dû bien sûr répondre à cette demande-là. Et en même temps, ce qui m'anime depuis le départ dans mon métier, c'est surtout de faire venir des gens qui ne viennent pas spontanément au théâtre et donc de toucher des catégories socio-professionnelles qui ne sont pas les plus favorisées dans la société. Donc, la dimension politique, elle vient à cet endroit-là, c'est-à-dire comment je vais travailler, comment je vais faire pour continuer à défendre des valeurs qui sont les miennes, tout en prenant en compte des questionnements politiques qui ne sont pas forcément ceux que j'ai envie de défendre. Et c'est très important de savoir faire avec ça. C'est-à-dire, on pourrait se rebeller contre ça. Et moi, j'ai plutôt pris l'option de me dire, OK, comment je vais faire pour jouer avec ça ? Et donc, de continuer, d'emmener quand même ce lieu, cet endroit où il y avait une programmation artistique qui est très intéressante, vers ces publics qui n'y viendraient pas spontanément. Donc, c'est plutôt en ce sens que je voulais dire ça. Mais après, de toute façon, les relations publiques, elles sont, comme on est dans des théâtres publics qui fonctionnent avec de l'argent public, on a des comptes à rendre, et c'est bien normal, aux institutions. Et on nous demande des chiffres, c'est-à-dire qu'on nous demande, même ici, c'est-à-dire qu'on a des bilans à faire, des rapports d'activité, où on fait apparaître comment on démocratise les publics. Quelles sont les actions menées pour travailler à cette mission de service public qui est la question de la démocratisation des publics. Donc c'est en ça que pour moi, c'est un métier extrêmement politique, dans le sens où on défend quelque chose, une vision de la société, et pour moi, c'est la question de l'émancipation par l'art. Je crois profondément à la question de l'émancipation par l'art. Donc ça, c'est politique pour moi. Quand vous travaillez sur ce projet de démocratisation culturelle, quels ont été les moyens que vous avez utilisé pour faire venir le public au théâtre ? Il n'y a pas un moyen pour faire venir les publics au théâtre. Et c'est ce qui est passionnant dans mon métier, c'est que ça se renouvelle tout le temps.
Il y a autant de moyens, enfin il y a plein de moyens, il y a toujours des choses à inventer. Et un des fondamentaux, c'est que, je vous ai dit que notre métier, ça consistait à créer des rencontres avec les œuvres. D'abord, on s'appuie sur l'œuvre en question. Donc on regarde quel est le contenu de cette œuvre. Et à partir de ça, on va se dire, tiens, je pense que ça pourrait concerner ce type de public-là. Même si, dans ma philosophie, je pense que tout le monde peut voir n'importe quelle œuvre. Mais seulement, dans notre rapport à la découverte du théâtre, on n'est pas tous au même endroit. Des élèves qui sont en option théâtre dans un lycée du centre de Paris ne sont pas au même endroit que des élèves qui sont dans un lycée dans le fin fond de la Seine-Saint-Denis et qui n'ont pas de parents qui les ont emmenés au théâtre. Donc, pour les emmener voir une œuvre, je ne vais pas m'y prendre de la même manière pour la même œuvre, pour les uns et pour les autres. Et peut-être que je ne vais pas les emmener voir pour la première fois au théâtre la même œuvre que ceux qui ont déjà été avec leurs parents voir des spectacles. Donc je vais chercher, une fois que j'ai cette œuvre et que je me dis tiens, j'aimerais bien la montrer, la proposer en tout cas à un partenaire qui peut être un prof, qui peut être un travailleur social, qui peut être une personne en lien avec des personnes en situation de handicap, etc. Je vais travailler avec eux à imaginer ce moyen de rencontrer l'œuvre. Donc, ça peut être, alors à minima, ça peut être une sensibilisation qui est faite par quelqu'un de mon équipe qui va rencontrer le groupe de public concerné et leur donner des mots-clés ou leur faire des lectures de textes, pas de l'œuvre qu'ils vont venir voir, mais des textes de l'auteur, d'autres textes de l'auteur concerné. Mais ça peut être aussi ne rien faire en amont, mais tout de suite après la représentation, aller échanger avec eux, créer une rencontre avec l'équipe artistique. Ça, c'est des choses qui sont simples à mettre en place. Et après, on peut aller dans des projets de fond qui s'étalent sur 1 année, 2 années, 3 années, où là, on va se dire que le bon moyen pour créer cette rencontre avec l'œuvre, ça va être de passer par la pratique d'atelier, en atelier. Donc faire des ateliers d'écriture ou alors des ateliers de jeu ou des ateliers de parole autour d'une thématique qui concerne ce spectacle. Et donc là, on est sur un travail de fond et sur du plus long terme par rapport à un rendez-vous autour juste d'une œuvre qu'on accompagne d'une ou 2 rencontres en fonction d'eux. Mais voilà, après ça peut être aussi des choses qui sont même pas des pratiques d'atelier. On peut aussi on a fait par exemple un taboulé. Wajdi Mouawad, quand je suis arrivée à la colline, m'a dit que si je le souhaitais, il pourrait transmettre la recette du taboulé libanais de sa mère à un groupe de public. Et moi, je me suis dit, oui, c'est super, mais ce que je veux, c'est créer cette rencontre avec l'œuvre. Donc, je me suis dit, on réunit un groupe de gens qui vont cuisiner ensemble, ils vont voir un spectacle et après, on mange ensemble. Et là, je garde ma ligne qui est au cœur de mon métier, qui est créer une rencontre avec l'œuvre. Donc, pour ça, on a réuni un groupe de gens. On n'a pas communiqué sur Internet ou sur les réseaux sociaux parce que ça aurait été pris en 2 secondes, on avait 100 places. Mais l'équipe des relations publiques a constitué un groupe avec une mixité sociale à l'intérieur de ce groupe, c'est-à-dire qu'on a pris des adhérents de la colline, donc des gens qui ont l'habitude de venir au théâtre, mais on a pris des collégiens d'un collège qui était en projet avec nous. On a pris aussi, je ne sais plus qui il y avait des gens aussi de la mairie du 20e. On a pris aussi un groupe de femmes qui étaient liées à un centre social qui n'avait jamais mis les pieds au théâtre. On s'est tous retrouvés, on avait installé des grandes tables dans la colline. Wajdi était sur une sorte d'estrade pour montrer comment couper les oignons, comment couper les tomates, comment couper le persil, etc. pour faire le taboulé. Tous ces gens se sont installés ensemble et ont donc fait cette chose-là ensemble. Et ensuite, pendant que le taboulé reposait, ils sont allés voir une pièce de Mohamed El Khatib qui s'appelait Moi Corinne Dada, qui faisait un portrait d'une femme de ménage qui était très tout public. Et donc, ils ont vu ensemble toute cette pièce. Et quand ils sont sortis de la salle, nous, on avait dressé des tables pour qu'ils puissent déguster le taboulé. Puis, on avait acheté d'autres trucs à manger. Voilà.
Et là, on n'est pas dans une forme classique de ce qu'on imagine d'habitude au théâtre, mais en faisant ça, et les gens nous l'ont dit, ah ben c'est vrai que le fait de couper des oignons ensemble, ça crée d'autres liens, et quand on se retrouve ensemble assis dans une salle de théâtre pour voir un spectacle, la réception de ce spectacle n'est pas du tout la même, et on est beaucoup plus concerné par les gens qui nous entourent. Et donc voilà, ça c'est un exemple assez emblématique de comment on crée la rencontre éclair. Ça peut prendre 1000 formes, et ça dépend aussi de la créativité des artistes, de leur inventivité et de la philosophie d'un lieu sur qu'est-ce que c'est que de travailler les relations publiques. En l'occurrence, Wajdi Mouawad m'a dit, ton travail, c'est de créer des rencontres. Vous avez parlé tout à l'heure des études en médiation culturelle. Est-ce qu'il y a des études types pour travailler dans les relations publiques ? Aujourd'hui, en tout cas, il y a des filières type médiation culturelle qui sont beaucoup développées ces dernières années, mais pour moi, ça n'en fait pas des études type. Moi, j'aime plutôt bien les parcours un peu atypiques, c'est-à-dire que pour moi, l'année dernière, j'ai eu par exemple une étudiante en philo, là il y en a une en anthropologie qui est là, et j'aime bien en fait les profils qui viennent un peu de partout. Ce qui m'intéresse surtout, c'est, pour moi, les études ne sont qu'un moyen de structurer la pensée et d'organiser des idées, d'apprendre à réfléchir en fait, et que je peux tout à fait embaucher quelqu'un qui n'aurait pas fait d'études, mais qui aurait par lui-même accumulé un certain nombre de pensées, de savoirs, etc. Parce que pour moi, la première qualité, enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir fait d'études, mais c'est quand même possible de ne pas en avoir fait. Mais de toute façon, aujourd'hui, j'ai presque que des CV avec des gens qui ont fait des études. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas du tout déterminant d'avoir fait de la médiation culturelle. Absolument pas. C'est plutôt sentir avoir une curiosité très sincère et réelle pour le théâtre. C'est même pas de savoir, de connaître toute l'histoire du théâtre, tous les metteurs en scène connus, etc., mais c'est de sentir une vraie sensibilité très profonde, de sentir qu'il y a quelqu'un qui a déjà été marqué par une rencontre avec une œuvre, de sentir comme ça que les choses, elles vont bouleverser quelque chose, et ça, c'est important. Et après, c'est de la bienveillance, sentir quelqu'un d'extrêmement bienveillant, de humble, de modeste, parce que notre travail, c'est du travail de fourmi. Quand sur une classe, on se dit que, si on prend l'exemple du milieu scolaire, on a touché on a éveillé, on a semé une petite graine chez 2 lycéens sur une classe de 30, ben, c'est plutôt bien. Des personnes dynamiques, parce qu'il faut y aller. Puis moi, je prône beaucoup le terrain, donc aller sur le terrain, aller à la rencontre des gens, etc., être capable de prendre son paquet de tracts, d'aller parler dans la rue, etc., etc. Et donc ça, je dirais que les principales qualités, c'est d'être dynamique, d'être rigoureux, parce que quand on engage sa parole vis-à-vis des publics, il faut la tenir, c'est hyper important. Et plus on travaille avec les publics fragilisés, et plus on doit être capable de tenir sa parole, d'être passionné et curieux, plus que d'avoir une connaissance du théâtre ultra développée, etc. C'est bien quand il y a une connaissance du théâtre, parce que dans les échanges, ça permet de creuser justement des pistes, mais c'est pas indispensable. Alors, en dehors de votre équipe des relations publiques au sein du théâtre, avec qui travaillez-vous ? Alors peut-être déjà vous dire quand même que dans l'équipe des relations publiques, on est 5 permanents, et après il y a 4 personnes en plus qui nous rejoignent chaque année, mais je crois qu'on y reviendra plus tard. Ce qui est très intéressant aussi dans le métier de relations publiques, c'est qu'on travaille un peu avec tout le monde. Alors les liens les plus directs se font avec le service de communication, puisque les outils affichage, tracts, réseaux sociaux, etc. ont forcément une incidence aussi. Nous, c'est les outils qu'on va utiliser pour aller à la rencontre des gens, mais si vous voulez, la communication, à la différence des relations publiques, elle a un spectre d'action qui est très large. C'est-à-dire qu'on envoie des newsletters, on fait un affichage dans le métro, etc. Donc, on touche des gens. Alors que les relations publiques, elles vont aller dans la dentelle de qui sont ces gens. Comment, pour s'adresser à eux, on va adapter une communication qui est très globale. Là, on va se dire que pour travailler avec tel type de public, il faudrait plutôt aménager la communication globale pour avoir un discours qui est plus spécifique à la cible de public. C'est plus comme ça, c'est ça la différence. Les liens les plus directs entre le service avec lequel on travaille le plus fréquemment, c'est le service de la communication, le service de la billetterie et le service de l'accueil.
Mais on travaille aussi en lien avec l'équipe technique et les directeurs programmateurs du lieu. Et c'est aussi ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que quand on a un projet avec je ne sais quel groupe, et ben on va avoir des demandes techniques à faire, c'est-à-dire si on veut que l'atelier ait lieu à la colline et qu'on a besoin d'un projecteur lumière ou d'un truc de son, etc., ben on va avoir l'équipe technique et on travaille avec eux. La billetterie, le lien, il est assez évident. Les réservations des groupes qui passent par nous, etc. Voilà. La com, je vous l'ai expliqué. L'accueil, parce qu'on est dans une grosse maison, c'est aussi ça qu'il faut bien préciser. Parce qu'il y a, dans les théâtres où j'ai travaillé précédemment, les services d'RP, ils faisaient aussi l'accueil et puis parfois aussi un peu de billetterie. Là, c'est très scindé parce qu'on est dans une maison de 86 personnes en permanent, sans compter les intermittents, etc. Donc voilà, mais ce qui est très intéressant, c'est on travaille aussi avec le service de la production, donc le service de la production, puisqu'on est une maison de création, donc il y a des productions collines, qui elles ont des informations sur les contenus artistiques des spectacles qui arrivent, et donc on est en lien avec eux pour leur dire, alors ok, il y a l'équipe artistique qui arrive là, ok, ils arrivent à telle date, ils sont en répète, est-ce qu'on peut aller voir les répètes, est-ce qu'on peut pas aller voir les répètes, etc. Donc on est en lien un peu avec tout le monde, et c'est aussi pour moi ce qui est très intéressant dans ce métier. On sait que dans la colline, il y a beaucoup de concours organisés pour les comédiens, pour les auteurs, les metteurs en scène débutants, etc. Est-ce que vous avez un rôle dans ces concours, dans l'organisation de ces concours, ou même dans le fait d'informer les gens qu'il y a ces concours ? Non, l'information, c'est la communication, donc c'est pas moi. Mais non, j'ai pas de rôle dans le recrutement de toutes ces personnes. En revanche, c'est après. C'est une fois qu'ils sont dans la maison. Là, par contre, on travaille avec eux. Vous savez sans doute que depuis janvier 2022, il y a une jeune troupe à la colline et que les acteurs et les actrices de la jeune troupe, on travaille avec eux en relations publiques. Donc, on est allé leur parler de notre métier et on s'est rendu compte que les jeunes acteurs et actrices ne connaissaient pas le métier de relations publiques. Donc, il faut d'abord commencer par expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. Et c'est questionnant quand même de se dire qu'en école de théâtre, on ne parle pas du métier de relations publiques, alors que c'est vraiment une relation entre les artistes et les publics et de la pensée. Et surtout aujourd'hui, où les publics viennent moins au théâtre depuis la crise du Covid, je pense qu'il est vraiment fondamental que dans les écoles de théâtre, on questionne on apprenne aux futurs artistes à se poser quelques questions sur les publics. Donc, quand ils arrivent, la plupart, évidemment, ne savent pas grand-chose de notre métier. Donc, on a d'abord une première rencontre pour leur parler de ce qu'on fait. Et après, il y a un échange qui se met en place avec eux en demandant si ça les intéresse, parce que je ne force jamais aucun artiste à travailler, enfin à faire des actions artistiques. Il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise pour aller tenir la main de personnes qui ont des cancers dans les hôpitaux. Il peut y avoir aussi des gens qui ne se sentent pas à l'aise pour aller dans un lycée ou dans un centre social ou je ne sais quoi. Et je n'ai aucun jugement là-dessus. Il n'y a aucun problème pour moi là-dessus. Mais en revanche, c'est de savoir et de quand même le penser. Donc, on commence par faire ce temps de médiation avec eux, pour le coup, en leur expliquant les choses. Et à partir de ce qu'on leur raconte, on leur donne des exemples un peu emblématiques des projets qu'on mène. Ils nous disent, tiens, moi, ça m'intéresse vraiment de travailler avec les personnes en situation de handicap psychique et mental. Moi, j'ai toujours eu envie d'aller dans un collège où il y a des élèves défavorisés pour faire des choses. On écoute leurs demandes et à partir de là, on voit avec eux comment on peut, quel projet, toujours pareil, inventer avec eux à partir de là. Et on le fait aussi avec les jeunes de la troupe, les jeunes auteurs qui sont sélectionnés chaque année, le binôme. Alors, il y a une année où j'ai fait des projets assez innovants avec 2 jeunes femmes qui avaient été boursières et qui étaient très intéressées par le travail des relations publiques. Et puis, elles m'avaient dit, moi, j'ai envie de tenter des expériences, mais je n'interviens pas du tout dans le recrutement. Que ce soit à la colline ou dans vos anciens lieux de travail, est-ce qu'il y a un projet de rencontre qui vous a particulièrement tenu à cœur ? Oui, il y en a plein, sinon je ne ferais plus ce métier. Il y en a plein. À Tremblay, il y a un projet qui s'appelait Concerto pour immeuble, qui me plaisait beaucoup. C'était un compositeur d'une chorégraphe qui s'appelle Ambra Senator, qui dirige aujourd'hui le Centre chorégraphique national de Nantes. Et donc, son compositeur nous avait proposé de faire un concert pour les immeubles qui était situé sur le parvis du théâtre. C'est-à-dire que le théâtre Louis Aragon est au centre-ville de Tremblay en France, et il y a un parvis devant le théâtre qui est bordé d'immeubles avec des logements sociaux. Et on a proposé, on est allé, avec l'équipe RP, on est allé faire du porte-à-porte chez ces gens. Ils habitent juste à côté du théâtre, mais c'est des gens qui vivent en très grande précarité. Donc,
ils ont du mal à considérer que le théâtre peut être pour eux. Donc, on faisait régulièrement du travail avec eux, mais là, on avait un projet à leur proposer. Donc, mes collègues sont allés frapper à la porte des gens pour leur parler de ce projet de faire un concert avec des ustensiles de cuisine. C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'ils sortent de leur fenêtre, de leur maison, enfin, qu'ils se mettent à la fenêtre ou au balcon de leur immeuble et qui jouent une partition de musique avec des casseroles, des couverts, etc., en l'ayant bien sûr travaillé au préalable avec un certain nombre d'ateliers en amont. Et ces personnes à leur fenêtre étaient accompagnées aussi d'élèves du conservatoire de musique de Tremblay, enfin des percussionnistes, qui avaient aussi appris une partition avec Igor, le compositeur, qui leur avait transmis en amont. Donc on a fait des ateliers, donc il y avait des enfants et des gens de tout âge, etc. Et Igor leur a transmis une rythmique qui était à faire, donc avec ses ustensiles de cuisine. Donc on a fait ça, je ne sais plus combien d'ateliers il y avait eu en amont, c'était pas trop, parce que si c'était trop décourageant, etc., etc. Et le jour J, ils sont donc sortis de leur fenêtre et de leur balcon. Les percussionnistes du conservatoire de Tremblay étaient sur le parvis. Igor était devant tout ce monde avec des cartons de couleurs qui indiquaient à ce moment-là c'est telle rythmique, le rouge ça correspond à telle rythmique qu'ils avaient travaillé en amont, le vert c'était autre chose, etc. pour en faire un concert au pied des cités de Tremblay. Donc ça c'était un moment ça n'a pas été simple de monter ça parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur tout ça, mais c'était super. Je trouvais que cette idée elle était formidable et c'était vraiment très joyeux de le faire. Donc ça peut être un exemple. Je vous ai raconté l'histoire du taboulé aussi, ça me plaît bien, qu'on a refait après avec Alexandra Badea, qui est autrice et metteuse en scène, qui a transmis une recette de sa grand-mère roumaine. On a fait ça aussi avec Anaïs Allais, qui a transmis la recette de la chorba de sa mère d'origine algérienne. Et puis là, maintenant que le Covid semble nous foutre un peu la paix, on devrait essayer de le reproposer là, en 2023. Depuis qu'on parle, vous utilisez beaucoup les publics et pas le public. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre ces deux notions ? Ouais, j'utilise, je crois, l'un et l'autre. J'ai pas de dogme là-dessus. Au départ, quand j'ai commencé à la Ferme du Buisson, on parlait plutôt des publics, relation au public au pluriel, ou relation avec les publics. Et je me disais que c'était plus juste parce que ça sous-entendait qu'il y avait différents types de publics. Les publics du champ social, les publics en situation de handicap, les publics scolaires, les publics âgés, je ne sais pas quoi. Après, quand j'en ai parlé avec un ami, il m'a dit « Oui, mais Sophie, en disant ça, ça sous-entend que tu ne mets pas les publics tous au même niveau. Alors que si tu dis que le public, c'est un grand ensemble avec des sous-ensembles dedans, mais ça veut dire que tout le monde est au même niveau. » Et je me suis dit que c'était assez juste aussi comme regard. Donc, des fois je dis « les », des fois je dis « le ». Mais voilà, il n'y a pas de... j'ai pas d'avis tranché sur cette question. Il y a un spectacle actuellement qui se joue à la Colline et qui s'appelle Racine carrée du verbe être. C'est un spectacle qui dure 6 heures. Comment on va chercher le public qui n'est pas habitué à voir du théâtre pour ce genre de forme ? 6 heures, c'est toujours une durée qui fait peur au public qui ne va pas au théâtre, mais aussi au public qui va au théâtre. On est dans une société où on va de plus en plus vite, on veut que les choses elles aillent vite, on veut pouvoir faire plein de choses dans sa journée, etc. Donc même les publics très habitués du théâtre me disent « 6 heures !» Bah oui, 6 heures. Pour eux comme pour les autres, finalement, j'ai un peu le même type de discours. Alors déjà, un spectacle de 6 heures... écrit et mis en scène par Wajdi Mouawad, c'est pas forcément la même chose qu'un autre auteur ou un autre metteur en scène. C'est-à-dire que Wajdi Mouawad est quand même un auteur-metteur en scène qui propose un théâtre épique ou avec des grandes épopées comme ça dans lesquelles on plonge quand même assez facilement, dans lesquelles on est vite happé par des histoires, des intrigues, etc. qui nous tiennent en haleine. Et les 6 heures que j'ai bien sûr vues passent à une vitesse assez impressionnante, c'est-à-dire qu'il a un sens du rythme aussi, je vous dis une mise en haleine qui fait que très honnêtement il y a 2 entr'actes pendant les 6 heures qui arrivent exactement au bon moment et donc on peut sortir un peu, discuter, etc. Et je pense que Wajdi a un certain don pour tenir son public en haleine. Donc
moi, ce que je dis, par exemple, pour le coup, aux jeunes qui ne vont pas habituellement au théâtre, aux jeunes ou aux vieux d'ailleurs, aux personnes qui ne vont pas habituellement au théâtre, c'est de leur dire qu'on se sent un peu pris comme dans une série, où on est happé par un certain nombre de choses, qu'il faut qu'on a envie de savoir la suite. Et que ben oui, chez eux, je suis sûre que parfois ils regardent 6 heures d'affilée des séries, et ben pourquoi là ça se ferait pas au théâtre avec des gens qu'on connaît pas et pas en pouvant zapper, etc. Mais de faire l'expérience d'un voyage en fait, et que quand on sort de 6 heures de théâtre, ben oui, il y a quelque chose, il y a un état qui est un peu particulier dans lequel on est. Et que ça vaut le coup de tenter l'expérience, surtout dans un spectacle comme celui-ci qui ne présente pas de difficultés pour rentrer dans la langue, pour rentrer dans le rythme, etc. Moi, j'ai pu voir il y a plusieurs années Le Soulier de satin de Claudel, mis en scène par Olivier Py, qui durait, je ne sais plus, c'était 8 ou 10 ou 12 heures. Là, c'est pas la même chose, dans une langue beaucoup plus... qui n'est pas une langue contemporaine, donc du coup ça demande un effort de rentrer dedans, donc c'est plus compliqué pour des publics qui ne sont jamais allés au théâtre d'entrer dans cette histoire qui nous happe, parce qu'il y a vraiment des choses qui font qu'on est tenu en haleine du début à la fin. Mais c'est sûr que les 6 heures, elles font peur au départ, et je le comprends très bien. Donc il faut déconstruire en fait la peur que ça peut générer, et puis dire, tenter l'expérience, c'est une expérience. C'est aussi possible de voir le spectacle en 2 parties. Est-ce que vous nous recommandez quand même d'aller voir les 6 heures ? Sans problème, je vous recommande d'aller voir les 6 heures. Je ne l'ai pas vu encore en 2 parties, mais ce que je me suis dit tout de suite en sortant des 6 heures de spectacle, c'est, je me suis dit, tiens, je me demande comment ça se passe quand on le voit en 2 parties, parce que, je ne sais pas, il y a quand même la nuit qui passe, la journée du lendemain qui passe, et on doit se remobiliser pour rentrer dans cette dernière partie. J'ai pas encore eu le temps de le voir. Je vais tenter cette expérience-là aussi. Je pense que c'est une autre expérience, mais je le dis avec une certitude absolue que ces 6 heures de théâtre-là, de ce spectacle-là, ça vaut vraiment le coup d'aller les voir en une fois. Eh bien, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Sophie. Mais merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Théâtre. Au revoir.